Cette nuit-là, la pluie est venue de l'ouest. C'est toujours comme ça qu'elle arrivait avant le pire. Elle avait une odeur de pierre mouillée et de fumée froide. Et en dessous, quelque chose de plus froid encore, comme du fer laissé dans le gel. Renwick Hall se dressait au bout de sa longue allée. La moitié de ses fenêtres était sombre. Le vent trouvait chaque fissure dans la vieille pierre. Il produisait un son grave dans les cheminées. C'était presque, mais pas tout à fait, une voix. Aki était le genre de femme qu'une pièce oubliait à l'instant où elle la quittait. Elle n'était pas jolie d'une manière que la maison aurait remarqué, et elle n'était pas assez laide pour qu'on la plaigne non plus. Elle avait les jointures rouges à cause du savon fort. Elle avait aussi une façon de se tenir très immobile quand elle réfléchissait. Si immobile qu'elle était parfois confondue avec un meuble. Surtout par les messieurs qui ne regardaient jamais deux fois les filles de cuisine. Elle avait un don, et ce n'était pas un don décoratif. Elle connaissait la fièvre. Elle la connaissait comme sa mère l'avait connue. Sa mère avait passé des années aux côtés d'un guérisseur. C'était dans un village trop pauvre pour avoir un vrai médecin. Et elle savait, sans qu'on ait besoin de le lui dire, une chose. Le plus petit des 3 nourrissons Pharaoh n'allait pas voir le matin. Pas si quelque chose ne changeait pas, avant que la cloche de l'église ne sonne 6 heures. Elle n'avait pas été engagée pour savoir cela. Elle avait été engagée pour récurer les marmites et porter le charbon. Et pour rester dans le couloir de la cuisine. Si quelqu'un lui avait demandé son avis sur la nursery, cette première semaine à Renwick Hall, elle aurait répondu en toute honnêteté qu'elle n'y avait jamais mis les pieds. La maison ne savait pas encore que cette nuit allait tout changer. Les maisons le savent rarement. Elles savent seulement après coup que quelque chose en elles a bougé. De la même manière qu'un pont n'annonce pas l'heure exacte où il commence à céder. Il gémit simplement un peu différemment. Et si personne n'écoute, personne ne l'entend jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le duc de Renwick était parti de sa propre maison depuis 6 mois. Il était parti 3 jours après l'enterrement de sa femme. Et il n'avait dit à personne quand il comptait revenir. Son chagrin n'avait pas de calendrier. Il le frappait à Renwick Hall dans le Berkshire. De la même manière qu'il l'avait suivi à travers 2 pays à 3 heures du matin. C'était une douleur vive et totale. Et cette nuit-là en particulier, il le frappa dans une auberge loin de chez lui. Avec une telle force qu'il fit seller son cheval, avant même de comprendre pourquoi. Il n'envoya pas de message pour annoncer son arrivée. Il le faisait rarement maintenant. Il avait appris, dans les 6 mois qui avaient suivi la mort de sa femme, qui avait mis au monde 3 fils en même temps, une chose. Arriver à l'improviste lui en disait plus sur une maison que n'importe quel rapport. Les domestiques se comportaient bien pour les maîtres qu'ils attendaient. Ils ne se comportaient pour personne de la même manière que lorsqu'ils se croyaient entièrement seuls. Il avait 32 ans. Et le chagrin avait ajouté 10 ans à son visage. 10 ans que son acte de naissance ne mentionnait pas. Il n'était pas un bel homme, au sens où les salles de bal l'entendaient. Son nez avait été cassé une fois, gravement, lors d'un accident d'équitation dont plus personne ne parlait. Ses yeux étaient gris et fatigués, et presque toujours en train de réfléchir. Il entra dans sa propre cour, un peu avant minuit. La pluie tombait de côté, et personne n'était là pour l'accueillir. Personne ne savait qu'il arrivait. Il dit au seul garçon d'écurie encore éveillé de ne rien dire à personne avant le matin. La maison dans laquelle il entra était sombre et froide sur les bords, comme le sont toujours les grandes demeures. Peu importe le nombre de feux qui brûlent dans les pièces importantes, il monta l'escalier de service par habitude, celui que la famille utilisait rarement, parce qu'il était le plus proche de la nursery, et parce qu'une partie de lui, qu'il n'examinait pas de trop près, avait parcouru 40 miles sous la pluie. Il voulait être près de ses fils avant toute autre chose. Il ne s'attendait pas à trouver la nursery éclairée. Il ne s'attendait pas à y trouver quelqu'un d'autre que la nourrice de nuit, celle qu'il payait une somme considérable pour rester assise là. Il ne trouva ni ce qu'il attendait, ni ce qu'il craignait. Il trouva autre chose, et cela le stoppa sur le seuil de la porte. Son manteau dégoulinait encore sur le sol. Il était là, invisible, inattendu, et totalement incapable de faire un pas en avant. Il n'y avait pas de nourrice dans la pièce. Il y avait une jeune fille dans une simple robe grise de servante. Les manches retroussées jusqu'au coude. Elle était agenouillée sur le plancher nu, à côté du plus petit berceau. Une bassine d'eau était devant elle, un linge à la main, et elle épongeait le front fiévreux de son plus jeune fils, avec une patience qui durait manifestement depuis des heures. Car ses genoux avaient laissé une tache humide sur le plancher.
Ses cheveux s'étaient défaits de leurs épingles. Et elle ne s'était pas arrêtée pour les rattacher. Elle ne chantait pas fort. Elle ne chantait pour personne. C'était un son bas, presque rien, un air qu'il ne reconnaissait pas. Le genre de choses qu'une femme fredonne pour elle-même, quand elle a oublié qu'elle fait le moindre bruit. Elle avait donné son propre châle, vit-il, plié en deux. Elle l'avait donné à l'enfant du milieu, qui dormait, son petit poing serré dans la laine. Le feu avait été ravivé plus haut que ce que la maison autorisait pour les quartiers des domestiques. Et il comprit, en la regardant ajouter une autre bûche, sa main nue protégeant la flamme du courant d'air. Il comprit qu'elle avait fait cela elle-même, sans appeler personne, sans réveiller personne, sans demander la permission à une seule âme dans la maison. La nourrice, apprendrait-il plus tard, était descendue au village 3 heures plus tôt, et elle n'était pas revenue. La jeune fille, agenouillée sur le sol de sa nursery, n'avait rien à faire là. Elle n'était pas la nourrice. Elle n'était même pas la soulingère ayant un quelconque droit sur l'aile de la nursery. Elle avait simplement entendu un bruit en montant. Elle portait une brassée de linge propre à 10 heures, un son à travers la porte qu'elle avait reconnu, parce qu'elle l'avait déjà entendu dans une chaumière loin d'ici, d'un corps plus petit et plus cher que celui-ci. Et elle avait posé le linge dans le couloir et était rentrée. Il se tenait sur le seuil, sans bouger et sans parler. Et la pluie coulait de son manteau sur le plancher derrière lui. Et il regardait une femme qu'il n'avait jamais vue de sa vie. Elle sauvait la vie de son fils, avec rien d'autre que de l'eau, de la patience et une couverture volée. Et personne au monde pour l'avoir faire. Elle ne savait pas qu'il était là. Elle ne le saurait pas cette nuit-là, ni pendant un certain temps après. L'homme debout, trempé et silencieux sur le seuil de sa propre nursery. Il la regardait avec une expression qu'elle n'aurait reconnue sur aucun visage qu'elle avait jamais servi. C'était le duc de Renwick lui-même, rentré 12 heures avant que quiconque dans la maison ne le croie possible. Et ce qu'il vit dans le quart d'heure suivant allait compter plus pour la forme de sa vie que tout ce qui s'y était passé auparavant. La fièvre est tombée un peu après 1 heure. Elle ne savait pas exactement quand. Elle savait seulement que le petit corps sous sa main avait cessé de se débattre. Il était devenu souple et chaud au lieu de souple et froid. Sa respiration aussi avait changé. Ce n'était plus le souffle court du soir, mais quelque chose de plus lent, de plus ample. Elle se rassit sur ses talons. Elle pressa le dos de son poignet contre son front, comme sa mère le lui avait appris. Elle sentit la différence, et laissa échapper un souffle qu'elle ne savait pas avoir retenu. Elle ne pleura pas. Elle s'était entraînée depuis longtemps à ne pas pleurer là où ça se voyait. Et de toute façon, il n'y avait personne pour le voir, du moins le croyait-elle. Elle rinça le linge, l'essora, et le posa sur le bord de la bassine. Et c'est seulement alors qu'elle leva les yeux, avec l'intention de vérifier le feu. Et elle vit la silhouette d'un homme emplissant l'embrasure de la porte. La pluie coulait encore de l'ourlet de son manteau sur son plancher. Elle ne cria pas. Elle ne sursauta pas d'une manière qui aurait fait assez de bruit pour réveiller 3 nourrissons endormis. Des nourrissons qu'elle avait passé 4 heures à calmer. Elle devint très immobile à la place, comme elle le faisait toujours quand elle avait peur. Elle le regarda et ne dit rien, parce qu'elle ne savait pas qui il était. Et tout son instinct lui disait qu'un étranger dans un manteau mouillé, debout dans une nursery à 1 heure du matin, n'était pas, quoi qu'il puisse être d'autre, une bonne nouvelle pour une servante surprise hors de son poste. Il parla le premier. Sa voix était basse et rauque à cause de la route. « Qui vous a envoyé ici ?»« Personne, monsieur. » Elle ne se leva pas. Elle garda une main près du barreau du berceau, sans le toucher, simplement près. Je passais avec le linge. J'ai entendu son pleur anormal. Pas le pleur ordinaire, le pleur de la fièvre. « Et la nourrice ?»« Elle est partie au village, monsieur. Je ne sais pas quand elle compte revenir. » Il regarda la bassine, le linge et le châle plié sur l'enfant du milieu. Et le feu ravivé au-delà de ce que n'importe quelle gouvernante aurait autorisé pour une fille de cuisine agissant de sa propre autorité. Et quelque chose bougea sur son visage qu'elle ne put lire, parce qu'elle ne connaissait pas encore assez bien son visage pour y lire quoi que ce soit. « Vous êtes ici depuis combien de temps ?»« Depuis 10 heures, monsieur. Peut-être un peu avant. Seul ? » ?»« Oui, monsieur. » Il ne dit rien pendant ce qui lui parut un très long moment. Le feu crépita une fois et se tassa. Et quelque part au-delà de la fenêtre, un corbeau croassa. C'était étrange d'entendre un corbeau à cette heure. Et le son sembla décider quelque chose en lui, car il entra enfin plus loin dans la pièce. Et il regarda lui-même dans le plus petit berceau.
Il pleurait comme ça quand je suis parti pour le Nord. Il dit très doucement, pas entièrement pour elle. Je ne pensais pas rentrer et trouver pire. Elle comprit alors, avec une petite goutte de froid dans l'estomac, à qui elle parlait exactement. Elle se releva enfin de ses genoux. Elle fit la plus profonde révérence que ses jambes fatiguées purent supporter. Et elle commença, précipitamment, les excuses que le moment exigeait. Elle en était certaine. Votre grâce, j'aurais dû envoyer chercher quelqu'un. Je n'aurais pas dû le toucher sans permission. J'ai seulement pensé. Il n'y avait pas le temps de trouver quelqu'un. Il s'arrêta. Ce n'était pas méchant. C'était simplement absolu. Comme ses phrases avaient tendance à l'être, apprendrait-elle, quand il les pensait entièrement. Vous avez sauvé la vie de mon fils cette nuit. Je n'ai pas l'habitude de recevoir des excuses pour ça. Elle ne sut que répondre à cela. Alors elle ne dit rien du tout. Elle se tint debout, les mains jointes devant son tablier humide. Et elle attendit, parce qu'attendre était une chose qu'elle avait appris à très bien faire. Il lui demanda son nom. Elle le lui donna. Il lui demanda si elle avait mangé. Elle ne l'avait pas fait, pas depuis midi. Et elle ne le lui dit que parce que mentir à un duc semblait un péché plus grand que d'admettre sa faim. Et quelque chose sur son visage fut brièvement presque de la douceur. Bien que cela disparût aussi vite que c'était venu. Repliée sous la grave vigilance qui semblait être son humeur ordinaire. « Allez vous coucher, mademoiselle Quill, dit-il. Je vais rester avec eux le reste de la nuit. Votre grâce, vous avez chevauché sous la pluie. Vous devriez... J'ai dormi dans pire qu'un fauteuil de nursery, dit-il. Et il y eut pendant une demi-seconde quelque chose qui ressemblait presque à de l'humour au coin de sa bouche. Disparut avant qu'elle ne soit sûre de l'avoir vu. Allez dormir. Vous avez fait plus cette nuit que quiconque dans cette maison n'a fait pour ses enfants en 6 mois, moi y compris. Elle ne savait pas alors qu'il pensait cette dernière phrase plus littéralement qu'elle ne l'imaginait. Il avait passé ces 6 mois incapable de regarder les 3 visages de nourrissons. Il y voyait sans cesse l'épouse qu'il avait perdue en leur donnant la vie. Et la culpabilité de son absence l'avait accompagné à chaque mille de son retour. Elle ne savait pas que l'homme qui la renvoyait si gentiment à son lit, 1 heure plus tôt, dans une cour trempée de pluie, avait été incapable de dire pourquoi il était soudain certain de devoir rentrer cette nuit-là, entre toutes les nuits. Et il passerait longtemps ensuite à croire que c'était quelque chose dans le sang du garçon qui appelait le sien, sans jamais soupçonner un instant que ce qu'il était vraiment rentré voir n'était pas la fièvre de son fils qui tombait, mais les mains d'une étrangère la faisant tomber pour lui. Sans qu'on le lui demande, sans être payé et sans aucun témoin, du moins personne qui, selon elle, le saurait jamais. Elle ne fit pas une autre révérence. Elle inclina seulement la tête une fois et partit. Elle le laissa seul avec ses fils et le feu mourant. Et la bassine qu'elle avait remplie et vidée sans une seule fois, en 4 heures, pensait à elle-même. Elle se réveilla le lendemain matin, certaine d'avoir tout gâché. Ce fut la première pensée dans sa tête, avant que ses yeux ne soient complètement ouverts, comme le sont souvent les mauvaises nouvelles. Et cette pensée resta avec elle pendant qu'elle se lavait, s'habillait et faisait la longue marche froide jusqu'au couloir de la cuisine. Là, elle s'attendait, au minimum, à une réprimande de Madame Puite pour avoir abandonné le panier de linge dans le hall du haut, et au pire, à son renvoi. Madame Puite était la gouvernante de Renwick Hall depuis 11 ans. Elle était connue au rez-de-chaussée pour 2 choses à parts égales, une compétence à laquelle rien n'échappait, et une chaleur sèche qui ne se révélait qu'à ceux qu'elle avait décidé en valoir la peine. Elle leva les yeux quand A entra et l'étudia un long moment par-dessus le bord de ses lunettes. Et elle ne dit rien du tout à propos du panier de linge. Tu prendras ton petit déjeuner debout, ma fille. Sa grâce veut que la nursery soit correctement pourvue en personnel d'ici midi. Et j'ai déjà rédigé le préavis de Madame Dunor, avant même qu'elle ait eu la décence de rentrer pour l'entendre. L'estomac de Ha se serra. Madame Puite, je n'ai jamais voulu la voir renvoyée. J'ai seulement... Tu ne l'as pas renvoyée. Elle s'est renvoyée toute seule. 3 heures passées au Bell and Anchor avec un soldat qui aurait dit n'importe quoi pour qu'elle continue à lui payer sa bière. Pendant que 2 nourrissons et un fiévreux gisaient dans une pièce, avec personne d'autre que le feu. La bouche de Madame Puite se pinça. Je ne vais pas te prétendre que je suis désolé de la voir partir. Ce que je veux savoir, c'est ce qui, au nom du ciel, t'a poussé à entrer là-dedans en premier lieu. Et ne me dis pas le devoir. Les filles de cuisine n'ont pas de devoir dans la nursery. Elles ont des ordres, et tu n'en avais aucun. Ha baissa les yeux sur ses jointures rouges et ne répondit pas pendant un moment.
Je l'ai entendu pleurer d'une drôle de façon, dit-elle enfin. Je ne pouvais pas passer à côté. Je n'aurais pas pu passer à côté, même s'il avait été le fils de n'importe qui. Madame Puit la regarda un long moment, et quelque chose sur son visage s'adoucit, bien que sa voix ne s'adoucit pas pour autant. Non, dit-elle, je suppose que tu n'aurais pas pu. Elle ne la remercia pas. Hala remarqua et en fut, d'une petite manière qu'elle n'examina pas de trop près, reconnaissante, parce que des remerciements auraient signifié discuter de ce qu'elle avait fait, et elle avait déjà décidé, quelque part entre la nurserie et son lit, qu'elle préférait que personne n'en discute du tout. Elle l'avait fait parce que cela devait être fait. Elle ne l'avait pas fait pour être remarquée. Et l'idée que tout le couloir de la cuisine soit au courant de ses affaires. Que le deuxième valet de pied lui fasse un clin d'œil à ce sujet. Le regard acide de Madame Dunor quand elle viendrait chercher ses affaires. Tout cela lui fit souhaiter n'avoir rien dit à personne et avoir laissé la fièvre tomber en silence, comme elle l'avait fait. Elle aurait refusé une récompense sur le champ si on lui en avait offert une ce matin-là. Aucune ne le fut. Ce qui arriva à la place, 3 jours plus tard, fut une convocation de Madame Puit. Elle l'informa sans explication qu'elle allait être transférée de l'arrière-cuisine à l'aile de la nurserie, comme sous-aide, pour aller chercher, porter et allumer les feux pour la nouvelle nourrice qui serait engagée, avec un salaire de 2 shillings de plus que ce qu'elle touchait. Elle ne savait pas, parce que personne ne le lui dit, que l'ordre venait directement du duc, de sa propre main, le matin après son retour, avant même qu'il n'ait changé son manteau taché par le voyage. Elle ne savait pas qu'il s'était assis à son bureau, l'encre de sa signature à peine sèche, et qu'il avait écrit sous l'instruction concernant son salaire. Une seule ligne supplémentaire pour Madame Puit, une ligne que la gouvernante avait lue 2 fois et n'avait racontée à personne. Elle ne doit pas être remerciée pour cela, ni mise en avant, seulement gardée près d'eux. Ha lut la convocation comme une punition déguisée en promotion. Elle avait été surprise à outrepasser son rang, et maintenant, elle allait être surveillée de plus près pour cela. Gardée là où on pouvait avoir un œil sur elle, au cas où elle oublierait à nouveau sa place. C'est ainsi qu'elle le comprit. Et elle se rendit à l'aile de la nurserie ce premier matin, le menton haut et les mains fermes, avec une résolution privée, entièrement sienne. Elle ne toucherait plus jamais un enfant dans cette maison sans permission, peu importe ce qu'il lui en coûterait de rester là à regarder. Il ne lui en coûta rien, en fin de compte, car la permission ne lui fut jamais refusée. La nouvelle nourrice, une femme large et compétente du Yorkshire, nommée Madame Fenwick, jeta un coup d'œil. Elle vit comment le plus petit des 3 nourrissons se calmait dès que les mains de Ha étaient près de lui. Et elle déclara dès sa première semaine qu'elle préférerait perdre son propre bras droit que de perdre la jeune fille de la nursery. Le duc, de son côté, ne s'approcha plus de la nursery pendant quelques jours. Il avait des affaires, disait Madame Puit, qui s'étaient accumulées en son absence. Des locataires à voir, les comptes d'un intendant à démêler, et un grand nombre de lettres qui attendaient une réponse depuis 6 mois. Ha ne le vit que 2 fois au cours de cette première quinzaine, les 2 fois à distance. Il traversait la cour dans un simple manteau sombre, sans aucune livrée. Il marchait vite, la tête baissée. C'était clairement un homme qui ne souhaitait être abordé par personne. Elle ne pensait pas à lui exactement comme au duc quand elle le voyait ainsi. Elle pensait à lui, quand elle pensait à lui, comme à l'homme fatigué du seuil de la nursery. Celui dont la voix était devenue rauque à cause de la route, et dont le visage avait fait quelque chose d'étrange et d'illisible quand il avait baissé les yeux sur son plus jeune fils. Elle ne faisait pas entièrement le lien entre cet homme et le portrait accroché en haut du grand escalier, peint quelques années auparavant en robe de cérémonie, avec un visage bien plus jeune et bien moins ridé que celui qu'elle avait vu goûter de la pluie sur son plancher. Il ne lui vint pas à l'esprit qu'ils étaient entièrement la même personne, non pas parce qu'elle était sotte, mais parce que le chagrin, la pluie et la lumière du feu l'avaient transformée, cette nuit-là, en quelque chose de plus petit et de plus simple qu'un portrait ne pourrait jamais le faire, et elle ne lui avait jamais été formellement présentée depuis. Le quinzaine passa dans les affaires ordinaires. Des feux allumés, du linge transporté, 3 nourrissons pesés, mesurés et nourris à heure fixe. Et Ha découvrit, sans vraiment le vouloir, qu'elle s'était attachée à la nurserie d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Le plus petit des 3, que la maisonnée avait pris l'habitude d'appeler Rowan pour la couleur qui montait à ses joues quand il pleurait, avait l'habitude de se calmer à l'instant où sa main se posait sur son dos. Et Madame Fenwick remarqua plus d'une fois, sèchement,
que le garçon connaissait sa propre sauveuse. Même si le reste de la maison faisait semblant de ne pas le savoir, c'est le 12e jour qu'elle rencontra l'homme grave du seuil, comme il se doit. Bien qu'aucun d'eux ne l'ait appelée ainsi à l'époque. Elle était sortie aux premières lueurs, avant que la maison ne soit complètement réveillée, pour cueillir de la camomille sur le mur du potager, parce que l'estomac de Rowan avait été dérangé dans la nuit, et sa mère avait toujours juré par une faible infusion de cette plante pour les coliques des nourrissons. Le jardin à cette heure était à elle seule, du moins le croyait-elle. La brume était encore basse sur les parterres. L'odeur de la terre humide et des haies de buis était épaisse dans l'air froid, et elle était à genoux près du mur, son panier à moitié plein, quand une voix derrière elle dit, sans préambule, « Il vous faut les fleurs, pas les feuilles, pour l'estomac d'un nourrisson. » Elle se tourna, surprise, et le trouva debout à quelques pas, dans le même simple manteau sombre, sans chapeau. Ses mains étaient nonchalamment jointes derrière son dos, à la manière d'un homme qui se promène simplement pour sortir de la maison. Elle ne l'avait pas du tout entendu approcher. « Oui, monsieur », dit-elle en se reprenant. Et elle retourna à sa cueillette, car cela semblait plus sûr que de le fixer. Les fleurs infusent plus doucement. Les feuilles peuvent devenir amères et faire plus de mal que de bien si vous ne faites pas attention à la dose. Vous en savez beaucoup sur le sujet. Ma mère, oui, monsieur. Elle a aidé un guérisseur dans notre village pendant près de 20 ans avant de mourir. J'ai appris ce que j'ai pu à ses côtés. Et qu'est-il advenu du guérisseur? Il a reçu sa récompense il y a quelques années. Il n'y a plus personne à Millbrook maintenant qui connaisse bien les fièvres. Sauf ce dont je me souviens. Elle leva brièvement les yeux vers lui, puis les rabaissa sur les fleurs, car quelque chose dans son immobilité la mettait mal à l'aise d'une manière qu'elle ne pouvait nommer. « Pardonnez-moi, monsieur, je ne crois pas connaître votre nom. » C'était, réaliserait-elle bien plus tard, une question entièrement honnête, posée sans artifice. Et c'est cette honnêteté, plus que toute autre chose dans l'échange, qui sembla le toucher quelque part derrière les côtes. Il la regarda un long moment avant de répondre, comme s'il pesait quelque chose. Et quand il parla, sa voix était prudente d'une manière qu'elle ne l'avait pas été un instant auparavant. « Je m'occupe des terres ici, dit-il. Ce n'était pas strictement un mensonge. Vous pouvez m'appeler Monsieur Farrow si vous le souhaitez. Monsieur Farrow. » Elle essaya le nom aussitôt pour voir comment il sonnait. Et elle continua à cueillir des fleurs, totalement inconsciente qu'elle venait de s'adresser au duc de Renwick par la moitié de son propre nom de famille, et qu'on l'avait laissé croire que c'était un nom de famille commun, partagé par la moitié de la paroisse. « Eh bien, Monsieur Farrow, si vous avez un œil sur les terres, vous pourriez dire à celui qui s'occupe de ce mur que la camomille a besoin d'être éclaircie avant la Saint-Jean. Sinon, elle s'étouffera elle-même. Je veillerai à ce que ce soit fait, dit-il. » Et il y eut de nouveau cette brève chose inhabituelle au coin de sa bouche. Là, puis disparut avant qu'elle ne puisse en être certaine. « Vous n'avez pas peur de parler franchement aux étrangers, mademoiselle Kiel. J'ai trouvé que parler franchement fait perdre moins de temps à tout le monde, monsieur. Que ce soit bienvenu est une autre affaire, et ce n'est pas à moi d'en juger. C'est bienvenu, dit-il. Quelque chose dans la façon dont il le dit le fit lever les yeux vers lui correctement pour la première fois, et elle soutint son regard un moment de plus que ce qui était strictement convenable, entre une servante et un homme qu'elle croyait être un intendant ou un jardinier en chef. C'est bienvenu plus que vous ne le pensez. Elle ne sut que faire de cela, alors elle ne dit rien. Elle rassembla le reste de la camomille dans son panier et se leva. Elle brossa la terre humide de son tablier. « Je devrais ramener ça avant que le garçon ne se réveille affamé, » dit-elle. « Bonjour à vous, monsieur Farrow. Bonjour, mademoiselle Quill. » Elle le laissa debout près du mur du jardin dans la brume et ne se retourna pas. Et ainsi, elle ne le vit pas rester là un long moment après son départ. Il retournait la petite malhonnêteté du nom emprunté dans son esprit, avec quelque chose qui n'était ni tout à fait de la culpabilité, ni tout à fait du plaisir, mais un cousin mal à l'aise des deux. Il se dit, en retournant à la maison, qu'il n'avait pas menti pour la tromper, seulement pour la voir un peu plus longtemps telle qu'elle était, sans être influencé par son rang, avant que l'opinion du reste de la maison sur lui ne s'installe sur elle. Comme elle s'installait sur tout le monde finalement. Il se dit que c'était raisonnable. Il n'examina pas de trop près pourquoi il lui importait tant que ce soit vrai. Cette même semaine, sans qu'elle le sache, une lettre partit de Renwick Hall. Elle était adressée à un médecin de la ville la plus proche de Millbrook. Elle lui demandait de rendre visite à un garçon nommé Tam Quill,
âgé de 9 ans. On disait qu'il souffrait d'une faiblesse des poumons, et d'envoyer sa note à l'intendant du domaine plutôt qu'à la famille, et de s'assurer, de la manière qu'il jugerait appropriée, que la famille n'apprenne jamais qu'il l'avait envoyé. Ha ne savait rien de tout cela. Elle savait seulement que son salaire, envoyé fidèlement chaque mois à la petite chaumière de Millbrook, où son frère Tam toussait pendant les hivers, de pire en pire chaque année depuis la mort de leur mère, semblait durer plus longtemps qu'il ne le devrait. Et elle n'y pensa guère plus qu'avec une gratitude privée. Quelle que soit la mince miséricorde qui était venue en aide à sa famille, elle était venue. Le problème, quand il arriva, vint d'une direction qu'elle n'avait pas pensé à surveiller. Lady Cressa Aldemore était la sœur aînée de la défunte duchesse. Elle tenait la maison à Renwick depuis la mort de sa sœur, avec l'autorité bien établie d'une femme qui croyait très sincèrement que sa présence était la seule chose qui se dressait entre le domaine et le désordre complet. Elle était belle, de la manière dure et polie d'une femme qui n'avait jamais douté une seule fois de sa propre valeur. Et elle avait un rire qui frappait l'oreille en 3 battements légers, précis comme une cloche, sonné par une articulation gantée, et elle l'utilisait le plus souvent sur les gens envers qui elle venait d'être cruelle. Elle avait observé l'ascension de Hakil de l'arrière-cuisine à la nursery, avec un intérêt qui, à la 6e semaine, s'était aigri en quelque chose de plus vif. Ce n'était pas qu'elle soupçonnait quoi que ce soit de substantiel. C'était plus simplement qu'elle n'aimait pas voir une servante traitée avec un soin particulier par une maisonnée qu'elle considérait comme sienne à organiser. Et elle n'aimait pas encore plus la façon dont le plus petit nourrisson Pharaoh tendait la main vers la jeune fille avant de la tendre vers sa propre tante. Elle trouva son occasion un après-midi gris dans la nursery. Ha était agenouillée sur le sol, avec Rowan appuyé contre son genou. Elle le persuadait de finir un bol de bouillie de lait avec une patience que Madame Fenwick était allée vanter en bas à quiconque voulait bien l'écouter. Lady Cressa entra sans frapper, comme elle le faisait toujours, et elle se tint au-dessus d'eux deux un long moment avant de parler. « Vous le manipulez comme s'il était à vous, dit-elle. » Ha leva les yeux, surprise, et se leva aussitôt, le bol toujours à la main. « Non, madame, je le nourris seulement quand Madame Fenwick est occupée avec les autres. Quelle chance pour vous que cette occupation se présente si souvent. » Les yeux de Lady Cressa parcoururent délibérément les mains rougies de Ha. Sa simple robe grise le reprit à l'ourlet où il s'était accroché à un clou quelques mois auparavant et n'avait jamais été correctement réparé. « Vous avez les mains d'une lavandière, mademoiselle Quill. Je me demande que sa grâce vous permette d'approcher ses fils d'aussi près. Alors qu'il y a des femmes de bonne naissance dans ce comté qui donneraient beaucoup pour cet honneur. Je ne sais rien de l'honneur, madame. Je sais seulement que le garçon prend son lait plus facilement de quelqu'un qui ne craint pas de se faire cracher dessus. » C'était dit sans chaleur, entièrement sans insolence, du même ton simple qu'elle avait utilisé pour discuter de la camomille près du mur du jardin. Et cela atterrit exactement comme de telles choses atterrissaient toujours sur une femme qui s'attendait soit à des larmes, soit à de la servilité, et ne recevait ni l'un ni l'autre. La bouche de Lady Cressa se pinça. « Vous êtes impertinente. Je suis fatigué, madame, et le garçon a faim. Et je n'aimerais pas laisser son lait refroidir, en débattant de l'état de mes mains. » Ha se remit à genoux, et souleva de nouveau le bol. Et Rowan, sentant le changement dans son attention, fit un petit bruit mécontent et attrapa sa manche. « Si vous voulez bien m'excuser. » Lady Cressa ne l'excusa pas. Elle resta un moment de plus, son rire à 3 temps lui échappant une fois. Court et froid, entièrement sans humour. « Nous verrons combien de temps sa grâce vous trouvera amusante, ma fille. » Les hommes de son rang se lassent assez vite de la nouveauté. Une fois que la saison change et qu'il y a de nouveau des femmes de conséquence pour l'occuper, elle partit sans attendre de réponse. Et Ha resta agenouillée sur le sol de la nurserie, avec le bol sur ses genoux. Et ses mains, pour la première fois depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait s'en souvenir, n'étaient pas tout à fait stables. Elle ne pleura pas. Elle avait appris il y a longtemps à ne pas pleurer là où ça se voyait. Mais cette nuit-là, allongée éveillée dans le lit étroit qu'elle ne partageait avec personne, elle pensa à ses mains, à son ourlet repris et au mot « nouveauté ». Et elle comprit, avec une douleur simple et claire, qui la surprit par son intensité, une chose. Le petit bonheur inattendu qu'elle avait commencé à ressentir dans cette nursery était construit sur un terrain qui, aux yeux de la maison qui comptait, ne lui appartenait pas du tout. Elle ne savait pas que l'homme grave du mur du jardin
avait entendu de Madame Pruitt un compte-rendu de l'échange dans l'heure, qu'il était resté très immobile et très silencieux dans son bureau pendant un long moment après, d'une manière que la gouvernante avait appris en 11 ans à reconnaître. C'était le silence particulier d'un homme qui décide de quelque chose qu'il n'ose pas encore dire à voix haute. Les jours qui suivirent s'installèrent dans un rythme étrange et prudent. Le genre de rythme qui vient après qu'une petite tempête soit passée, mais avant que quiconque ne soit certain qu'une plus grande se prépare derrière. Ha continua son travail et ne dit plus rien de la visite de Lady Cresa à personne. Pas même à Madame Fenwick, qui avait une façon d'extraire les confidences de l'air lui-même. Et il fallut la repousser fermement 2 fois avant qu'elle n'abandonne l'effort. Le bilan privé de Ha sur l'affaire était simple. Elle avait été avertie. Elle avait l'intention de tenir compte de l'avertissement, dans la mesure où cela signifiait garder la tête basse et ses opinions pour elle-même. Et elle se le dit avec plus de conviction qu'elle n'en ressentait. Elle vit l'homme qu'elle connaissait comme M. Ferraud 2 fois de plus cette quinzaine. Les 2 fois par ce qui lui sembla un pur hasard, bien que ce ne fût pas du tout un hasard. Il la trouva une fois dans la cour de l'écurie. Elle était allée chercher un seau de lait frais pour la nursery. Il l'accompagna une partie du chemin jusqu'à la maison. Il lui demanda des nouvelles de son frère d'une manière si simple qu'elle ne vit aucun inconvénient à lui répondre pleinement. « Il va mieux, monsieur. »« Merci de demander. Le médecin en ville a été plus gentil que je n'avais le droit de l'espérer pour le peu que nous pouvons le payer. » Elle changea le seau de main. « On dit au village que quelqu'un paye discrètement la moitié de la facture. Mais personne ne sait qui, et je n'ose pas trop insister de peur que ça s'arrête. »« Sage, » dit-il. Et quelque chose dans sa voix la fit le regarder, bien que son visage ne trahît rien. Certaines bontés se portent mieux sans être examinées. C'est à peu près ce que disait ma mère. Elle ne nous laissait jamais remercier quelqu'un correctement pour une faveur. Elle disait que ça ne faisait qu'embarrasser le donneur et rendait la prochaine bonté plus difficile à offrir. Elle sourit brièvement, le premier vrai sourire qu'il avait vu d'elle. Et cela fit quelque chose à son sang-froid. Il fut reconnaissant que le seau de lait lui donne une excuse pour détourner le regard. « Je suppose que je suis pareil. Je préférerais ne pas être remercié pour tout ce que je fais, si ça ne vous dérange pas. Ça donne juste l'impression qu'une chose simple voulait un public. Et si la chose n'a jamais été destinée à un public, dit-il lentement, mais a été vue quand même, que se passe-t-il alors? Alors je suppose que celui qui l'a vue devrait la garder pour lui, monsieur, sauf s'il y a une vraie raison de parler. Voir une bonne chose se faire ne donne pas à un homme le droit d'en faire un spectacle. Ça lui donne seulement la responsabilité de ne pas la gâcher. » Il ne répondit pas à cela pendant un long moment. Et quand il le fit, sa voix était devenue plus rauque que la conversation ne semblait le justifier. « C'est, je pense, la chose la plus sage que quelqu'un m'ait dite en 6 mois. » Elle ne savait pas pourquoi il avait l'air, à ce moment précis, d'un homme pardonné pour quelque chose qu'il n'avait pas confessé. Et elle ne demanda pas, parce que demander n'était pas, avait-elle décidé depuis longtemps, son affaire. Peu importe qui il s'avérait être. La deuxième rencontre eut lieu au cimetière le dimanche suivant. Brève et publique, et entièrement sans mots privés. Rien de plus qu'un signe de tête échangé à travers la pelouse. Mais Lady Cresa le vit depuis les marches de l'église, et ses yeux se plissèrent d'une manière qui n'augurait rien de bon pour personne. Elle n'eut pas à attendre longtemps pour agir. L'accusation tomba un mardi pluvieux, 8 semaines après la nuit de la fièvre. Elle ne fut pas adressée directement à Hester, mais à Madame Fenwick, qui l'apporta à Hester avec un visage devenu gris et prudent, l'expression d'une femme portant des nouvelles qu'elle ne croit pas, mais ne peut pas encore réfuter. Lady Cresa dit qu'un médaillon a disparu. Il était dans l'ancienne boîte à bijoux de la duchesse. Madame Fenwick dit à voix basse, regardant la porte comme si elle pouvait porter les mots plus loin qu'elle ne le voulait, en argent avec un portrait à l'intérieur. Elle dit qu'il a été vu pour la dernière fois dans l'aile de la nursery, sous votre garde. Les mains de Ha s'immobilisèrent sur le linge qu'elle pliait. « Je n'ai jamais touché la boîte à bijoux de la duchesse de ma vie, Madame Fenwick. Je ne saurais même pas où elle se trouve. Je te crois, ma fille. Mais ma conviction n'est pas une preuve. Et sa seigneurie a déjà parlé à Madame Pruitt de faire fouiller ta chambre. La fouille ne trouva rien, car il n'y avait rien à trouver. Mais l'accusation elle-même fit son travail. Comme une tâche fait son travail, que le vêtement soit prouvé sale ou non. Elle se propagea dans la maison en chuchotement avant le souper, brodée un peu plus à chaque récit, jusqu'à ce qu'au moment où elle atteignit la salle des domestiques, elle soit passée d'un médaillon manquant à une certitude bien établie. La fille de la nursery, qui était montée trop vite,
avait finalement pris quelque chose qui n'était pas à elle. Elle supporta cela comme elle supportait tout. Elle ne pleura devant personne. Elle ne protesta pas bruyamment, ni ne supplia qu'on la croie. Elle fit son travail, le menton droit et les mains fermes. Et elle répondit à chaque regard de travers, avec une simplicité qui ne donnait rien de plus à mâcher au commère. Et la nuit, seule, elle s'autorisa exactement autant de chagrin qu'elle pouvait en gérer, sans que cela ne se voie sur son visage le matin. Mais elle comprit, avec une clarté qui l'effraya plus que l'accusation elle-même, une chose: elle ne pouvait pas rester dans une maison où un tel mensonge pouvait être dit sur elle. Crue par assez de gens pour que ça compte, pas sans que cela ne lui coûte quelque chose de plus cher que sa fierté. Elle pensa à Tam, toussant pendant ses hivers à Millbrook, dépendant d'un salaire qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre à cause d'un scandale qu'elle n'avait pas provoqué. Elle pensa à Rowan, qui avait appris à chercher sa main avant celle de quiconque, et qui ne comprendrait pas, n'ayant pas encore 1 an, pourquoi la main cesserait simplement de venir un jour. Elle prit sa décision le jeudi, à l'heure grise avant l'aube. Assise à la petite table de sa chambre, avec un bout de crayon et une seule feuille de papier, qu'elle pouvait difficilement se permettre de gaspiller. Elle écrivit à Madame Puy, pas au duc, car elle ne se croyait pas en droit de déranger le temps d'un duc avec la démission d'une fille de cuisine. Et la lettre était courte et simple. Elle ne donnait aucun compte-rendu du médaillon, car elle avait décidé depuis longtemps que se défendre auprès de gens déterminés à ne pas la croire était une perte de souffle, un souffle mieux utilisé ailleurs. « Je suis reconnaissante de la chance qui m'a été donnée ici », écrivit-elle. « Et je n'ai rien fait dont j'ai à rougir, dans la nursery ou ailleurs dans cette maison. Mais je pense qu'il est préférable pour toutes les personnes concernées que je rentre chez mon frère maintenant, avant que les choses ne s'aggravent plus que nécessaire. S'il vous plaît, dites aux garçons, quand ils seront assez grands pour comprendre de telles choses, que j'ai été heureuse de chaque heure passée avec eux, et que j'aurais fait pour eux ce que j'ai fait, qu'ils soient nés d'un duc ou de personne du tout. » Elle plia la lettre et ne la signa d'aucune fioriture. Elle la laissa sur la table de Madame Puy avant que la maison ne soit complètement réveillée. Et au moment où la première cloche sonna pour le petit déjeuner, elle était déjà sur la route de Millbrook, avec un seul sac et un cœur qui lui semblait, pensa-t-elle, bien plus lourd que le sac. Madame Puy trouva la lettre à 7 heures et la lut 2 fois avant de dire un seul mot à qui que ce soit. Puis elle se rendit, non pas au bureau du duc, où il se serait normalement trouvé à 7 heures, mais à la nursery, où il avait pris l'habitude, ces derniers temps, de s'asseoir avec ses fils pendant un quart d'heure chaque matin. Avant que les affaires du domaine ne le réclament entièrement, elle n'adoucit pas ce qu'elle avait à lui dire. 11 ans de service lui avaient appris qu'adoucir les mauvaises nouvelles ne faisait que prolonger la douleur de les entendre. La jeune Quill est partie, votre grâce. Partie avant l'aube à cause des histoires de Lady Cressa, sur un médaillon manquant. Elle lui tendit la lettre sans autre préambule. J'ai fait fouiller la boîte à bijoux moi-même, de fond en comble. 2 fois. Le médaillon n'a jamais été manquant. Sa seigneurie l'avait déplacé dans ses propres appartements il y a 15 jours et avait oublié l'avoir fait. Je l'ai trouvé il y a à peine 10 minutes dans sa propre boîte à bijoux, aussi clair que le jour. Il lut la lettre debout, puis la relut assis. Et Madame Puy vit quelque chose traverser son visage. Quelque chose qu'elle n'y avait pas vu depuis avant la mort de la duchesse. Une immobilité qui n'était pas du tout du calme, mais son exact opposé. Maintenue très soigneusement en échec. Depuis combien de temps est-elle partie? 2 heures, peut-être un peu plus. Elle aura pris la première charrette du transporteur au carrefour, si elle comptait atteindre Millbrook avant la nuit. Il était sur pied avant qu'elle n'ait fini sa phrase. Et c'est alors, en le voyant traverser la pièce, avec une vitesse qu'elle ne lui avait pas vue depuis 6 mois, que Madame Puy décida que le moment était venu. Le moment de dire l'autre chose qu'elle gardait pour elle depuis quelques semaines. La chose qu'elle lui avait promis de ne pas dire, sauf si cela devenait nécessaire. Votre grâce. Avant que vous ne partiez, il y a une chose que cette fille ne sait pas. Et je pense que si vous avez l'intention de la rattraper, vous feriez mieux de le savoir. J'ai bien envie de le lui dire moi-même, si vous n'y arrivez pas le premier. Il s'arrêta à la porte et la regarda. Elle ne sait pas que M. Farrow, l'homme qui s'occupe des terres, qui demande des nouvelles de son frère, et qui lui cite la sagesse de sa propre mère dans le jardin le matin, est le même homme dont le portrait est accroché en haut du grand escalier. Elle ne sait pas qui paye le médecin de son frère depuis 2 mois.
ni qui a écrit l'ordre qui l'a fait sortir de l'arrière-cuisine le matin même, après que la fièvre soit tombée. Elle ne sait rien de tout cela, votre grâce, parce que vous ne le lui avez jamais dit. Et je pense qu'il est grand temps que quelqu'un le fasse. Avant qu'elle n'atteigne Millbrook, en croyant que cette maison ne l'a jamais appréciée à sa juste valeur, il resta silencieux un long moment, la main toujours sur le cadre de la porte. « J'avais l'intention de le lui dire moi-même, dit-il enfin, à voix basse, quand le moment serait venu. Le moment, votre grâce, si vous me pardonnez ma franchise, c'était il y a plusieurs semaines. Allez le lui dire maintenant, avant qu'il n'y ait plus rien à dire. » Il la trouva au carrefour, pas encore arrivée à la charrette du transporteur. Assise sur un muret de pierre, son sac à ses pieds et son visage tourné vers la route du retour. Et il arriva à cheval à une allure qui fit s'envoler les corbeaux des haies. Il s'arrêta si brusquement que le cheval se cabra à moitié. Il descendit avant qu'il ne se soit complètement arrêté. Elle se leva quand elle le vit. Et pendant un moment de confusion, elle le prit pour quelqu'un d'autre. À cause du beau cheval et de l'urgence de son approche, avant que la vérité ne s'impose à elle d'un seul coup, froide et complète, comme la vérité le fait parfois. « C'est vous, dit-elle, ce n'était pas une question. Vous êtes le duc. Oui, vous m'avez laissé vous appeler Monsieur Farrow. Vous m'avez laissé vous parler de camomille, de mon frère et des dictons de ma mère comme si vous étiez un jardinier. Et pendant tout ce temps, vous étiez... » Elle s'arrêta parce que sa voix avait commencé, pour la première fois depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait s'en souvenir, à trembler. Et elle ne la laisserait pas aller plus loin. Pourquoi? Il se tenait à quelques pas d'elle sur la route mouillée, son chapeau à la main, et il ne s'approcha pas, parce qu'un instinct lui disait qu'elle avait plus besoin de distance que de réconfort à ce moment-là. Parce que je voulais voir qui vous étiez quand vous croyiez que personne d'important ne regardait. Il dit, « Je l'ai vu la première nuit dans la nursery, avant même que vous ne connaissiez mon nom, et je voulais, Dieu me pardonne cette vanité, continuer à le voir un peu plus longtemps, avant que tout le poids de ce que je suis ne s'abatte entre nous, et ne change la façon dont vous me parliez. C'était égoïste. Je le comprends maintenant. Je ne le comprenais pas assez clairement à l'époque. Vous avez fait venir un médecin pour mon frère. Vous avez fait augmenter mon salaire, et ne l'avez dit à personne. Et vous m'avez laissé croire que c'était la bonté ordinaire de Madame Puit. Vous avez laissé Lady Cresa me traiter de voleuse devant toute la maison, et vous n'avez rien dit. Et maintenant vous me poursuivez sur la route comme si... Je n'ai rien dit, parce que je ne savais pas avant ce matin qu'elle l'avait dit. Sa voix, pour la première fois depuis qu'elle le connaissait sous quelque nom que ce soit, n'était pas entièrement stable. Je l'aurais arrêté à l'instant où je l'aurais entendu. Je l'arrête maintenant. Le médaillon n'a jamais été manquant. Lady Cresa l'a déplacé elle-même et a oublié. Madame Puit l'a trouvé dans sa propre boîte à bijoux, il y a à peine 2 heures. A été très immobile, comme elle le devenait quand elle ne faisait pas confiance à sa propre voix pour tenir. Alors on ne m'a jamais accusé que de la vérité que je connaissais déjà sur moi-même, que je n'ai pas ma place dans cette maison. Quelle que soit la bonté qu'on me montre en secret, un duc ne poursuit pas une fille de cuisine sur une route publique, votre grâce, pas pour une raison que le monde jugerait convenable. Je ne cours pas après une fille de cuisine, dit-il. Je cours après la seule personne en 6 mois qui m'ait dit la vérité, sans jamais se demander ce que ça pourrait lui rapporter. Je ne suis pas venu pour vous ordonner de revenir à Renwick. Je suis venu parce que je ne pouvais pas vous laisser marcher jusqu'à Millbrook, en croyant que cette maison n'a jamais vu qui vous étiez. Alors qu'en vérité, c'est la seule chose qu'elle ait vue clairement depuis mon retour. Elle le regarda un long moment, son sac toujours à ses pieds, la route vide derrière eux deux, et elle ne répondit pas, parce qu'elle ne savait pas encore quoi dire à une vérité si bien plus grande que celle qu'elle avait quitté la maison en croyant. « Je ne vous demanderai pas de revenir aujourd'hui, dit-il. » Il a attendu que le silence s'étire. Un homme de moindre envergure l'aurait comblé avec plus de mots que le moment ne pouvait en supporter. « Je ne vous demanderai pas de revenir du tout, si Millbrook et votre frère sont là où vous préférez être. Je n'ai aucun droit de vous demander quoi que ce soit. Je vous ai donné toutes les raisons ces 2 derniers mois de vous méfier du peu que je vous ai dit de moi-même. Mais je vous demanderai d'entendre le reste avant de décider. Dans une pièce avec un feu, et non sur une route mouillée avec votre sac déjà fait pour partir. » Elle regarda la route vers Millbrook, puis le regarda lui. Et quelque chose dans sa poitrine, une chose serrée qui était restée fermée depuis l'avertissement au visage gris de Madame Fenwick, se desserra un peu. Mais pas entièrement, pas encore. 1 heure, dit-elle, pour le feu, et pour aucune autre raison. 1 heure.
accepta-t-il. Et c'était, pensa-t-elle, la chose la plus proche du soulagement qu'elle ait jamais vu traverser ce visage grave. La pièce où il l'amena n'était pas son bureau, ni le grand salon où Lady Cressa recevait ses visiteurs de l'après-midi, mais un petit parloir à l'arrière de la maison où Ha n'était jamais entré en 2 mois de service, bas de plafond et chaud, avec un feu déjà bien ravivé contre le matin humide, et 2 fauteuils rapprochés, comme si quelqu'un avait préparé la pièce à l'avance pour exactement cette conversation. Ce qu'elle apprendrait plus tard, quelqu'un avait fait. Il ne s'assit pas tout de suite. Il se tenait près de la cheminée, le dos à moitié tourné vers elle. Sa main reposait sur la pierre froide. Et quand il parla, ce fut avec la simplicité prudente et sans hâte d'un homme qui a répété une confession de nombreuses fois dans sa tête, et qui découvre seulement maintenant combien il est plus difficile de la dire à voix haute que de la composer en silence. « Ma femme est morte en donnant naissance à nos fils, dit-il. Vous le savez déjà. J'imagine que tout le comté le sait. Ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai quitté cette maison 3 jours après que nous l'ayons enterrée, et que je ne suis pas revenu pendant 6 mois. Et que pendant tout ce temps, je n'ai pas pu me résoudre à écrire plus que des instructions à mon intendant, parce que chaque lettre que je commençais à mes propres fils se transformait d'une manière ou d'une autre en une lettre pour elle. » Ha resta très immobile dans le fauteuil qu'il lui avait indiqué, ses mains jointes sur ses genoux, et elle ne dit rien, parce qu'elle comprenait, avec l'instinct particulier qu'elle avait pour les silences qui voulaient être comblés par le locuteur seul, que ce n'était pas encore le moment pour elle de répondre. « Je suis rentré la nuit de la fièvre, parce que j'en ai rêvé. Je sais comment ça sonne. Je me fiche de comment ça sonne. Je me suis réveillé dans une auberge à 40 miles d'ici, entièrement certain que si je ne chevauchais pas toute la nuit, je perdrais la dernière chose qu'il me restait d'elle. Et j'ai chevauché, et je suis arrivé, et je me suis tenu sur ce seuil, et j'ai regardé une femme que je n'avais jamais rencontrée, agenouillée sur mon propre sol, faisant pour mon fils ce que j'avais été trop brisé pour faire moi-même pendant 6 mois. Sa main se crispa sur la cheminée. Je n'ai pas fait un pas en avant. Je me suis dit que c'était parce que je ne voulais pas vous effrayer, et c'était vrai. Mais ce n'était pas toute la vérité. La vérité entière est que je ne pouvais pas bouger, parce que je n'avais rien vu d'aussi purement bon, fait si entièrement sans penser à la récompense, depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir. Et je ne voulais pas gâcher cela en m'annonçant. Vous auriez pu me le dire le lendemain matin, dit-elle doucement, ou la semaine d'après, ou l'un de ces matins dans le jardin. J'aurais pu. Je ne l'ai pas fait, et j'ai retourné les raisons de cela plus de fois que je ne peux vous le dire. Une partie était de la lâcheté, je pense. Si je vous disais qui j'étais, vous m'auriez traité comme le monde entier traite un duc. Et j'avais passé 6 mois affamé d'une seule conversation qui ne soit pas façonnée par ce que je suis. Vous m'avez donné cela sans savoir que vous le donniez. Chaque fois que vous me parliez franchement près de ce mur de jardin, j'en étais avide. Je ne voulais pas le perdre avant d'y être obligé. Il se détourna enfin de la cheminée et la regarda directement. Ce n'est pas une excuse, mademoiselle Kuhl. Je sais que ce n'en est pas une. C'est seulement la vérité. Et vous êtes, je pense, la seule personne dans cette maison qui m'ait jamais demandé de la lui donner sans fioriture. Elle resta silencieuse un long moment. Elle retournait cela comme elle retournait tout, lentement et complètement, avant de se permettre de répondre à une partie. Vous avez fait venir le médecin pour Tam, avant même de me parler dans le jardin, dit-elle enfin, avant même la nuit de la fièvre. Madame Puit m'a pratiquement dit que le salaire avait été augmenté le matin même, bien que je n'ai pas compris alors ce qu'on me disait. Oui, pourquoi? Vous ne me connaissiez pas encore. Pas vraiment. Vous aviez vu le travail d'une nuit et rien d'autre. J'avais vu la seule chose qui ait jamais compté pour moi en jugeant la valeur d'une personne, dit-il. Pas sa naissance, pas ses manières, pas ce qu'on peut la persuader de faire quand elle sait qu'elle est observée et récompensée pour cela. Ce qu'elle fait quand elle se croit entièrement seule, sans rien à gagner, et personne d'important pour le voir. Vous ne saviez pas que j'étais un duc. Vous ne saviez pas que quelqu'un d'important regardait. Et vous avez tout donné à un enfant qui n'aurait pas pu vous remercier s'il avait essayé. Parce qu'il avait 6 mois et était presque mourant de fièvre. Et vous n'avez rien demandé en retour. Et vous étiez embarrassé, je pense, que quelqu'un le remarque même après. J'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie qui se comportent magnifiquement quand ils savent que le monde regarde. Je n'avais jamais, jusqu'à cette nuit-là, rencontré quelqu'un qui se comportait de cette façon quand elle croyait qu'il n'y avait qu'elle et l'obscurité. Les mains de Ha sur ses genoux n'étaient pas tout à fait stables. Elle les pressa à plat contre sa jupe pour les calmer,
et n'y réussit pas entièrement. « Je ne sais pas ce que vous voulez de moi, votre grâce. »« Rien, dit-il, et cela sortit plus brusquement qu'il ne l'avait voulu. Il s'arrêta et se ressaisit avant de continuer. « C'est la réponse la plus vraie que je puisse vous donner. Je ne veux rien de vous que vous ne soyez pas entièrement libre de refuser. Je ne vais pas vous demander de rester à Renwick, par gratitude ou par obligation, ou parce qu'un duc l'a demandé et qu'une fille de cuisine ne trouve pas ordinairement facile de dire non. Je préférerais avoir votre non librement donné que n'importe quel oui que vous sentiriez me devoir. Pour une facture de médecin, un salaire augmenté ou un cheval chevauché durement sur une route mouillée. Si vous souhaitez aller à Millbrook et ne plus jamais revoir cette maison, je vous y ferai conduire moi-même dans le confort. Et je m'assurerai que Lady Cressa ne trouble plus jamais ni vous, ni la bonne réputation de votre frère. Cela ne dépend de rien de ce que vous me direz dans cette pièce. Elle le regarda un long moment, le feu crépitant doucement entre eux, et quand elle parla, sa voix, bien que calme, ne trembla pas du tout. Et si je souhaitais rester, non par gratitude, mais parce que je le voulais, alors je vous demanderais de rester en tant que quelque chose d'autre qu'une fille de cuisine, dit-il. Parce que je ne pense pas, après avoir dit tout cela à voix haute, que je pourrais retourner vous voir porter du charbon et allumer des feux, dans une maison où je viens de vous dire la vérité de ce que je ressens. Mais je n'insisterai pas non plus là-dessus. Il suffit pour aujourd'hui que vous sachiez tout. Le reste peut attendre aussi longtemps que vous en aurez besoin. Elle se leva alors de son fauteuil, lentement. Elle traversa la petite distance qui les séparait et se tint devant lui. Ses mains rouges et rugueuses par le travail, lâches à ses côtés. Elle leva les yeux vers un visage qu'elle avait connu pendant 2 mois comme celui d'un jardinier, et qu'elle connaissait maintenant d'un seul coup, entièrement différemment. « Je ne veux pas de titre, dit-elle. Je n'en ai jamais voulu. Et je ne prétendrai pas le contraire pour rendre cela plus facile. Je veux qu'on me parle franchement, toujours. Peu importe ce qu'il nous en coûte de dire la vérité. Je ne veux plus jamais qu'on me mente. Pas même le genre de mensonge qui semble gentil sur le moment. Et je veux que Tam soit amené ici, près de moi, où je pourrai m'occuper de lui moi-même, médecin ou pas. Parce que je ne construirai pas un bonheur à l'autre bout du comté, loin de la seule famille qu'il me reste. D'accord, dit-il, sans une seule seconde d'hésitation sur chaque point. Elle lui tendit alors la main. Non pas pour qu'il la baise, mais simplement pour la serrer. À la manière simple de 2 personnes concluant un marché honnête. Et il la prit à la place dans les siennes. Et il retira très lentement, doigt par doigt, le gant usé qu'elle portait, même à l'intérieur, pour cacher la rougeur de ses jointures. Il le mit de côté et tint sa main nue dans la sienne, comme si c'était la plus belle chose qu'on lui ait jamais donnée, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. « Merci, dit-il, pour ce que vous avez fait cette nuit-là et chaque nuit depuis, pour des enfants qui n'auraient pas pu vous le rendre et ne vous l'ont jamais demandé. Merci, dit-elle, de vous être tenu sur le seuil et de ne pas avoir fait un pas en avant. Si vous vous étiez annoncé, je n'aurais jamais connu l'homme avant de connaître le duc, et je pense que je l'aurais beaucoup moins apprécié pour cela. Ils se sont mariés dans la petite église en pierre de Millbrook, pas dans la plus grande près de Renwick. Hal l'avait demandé discrètement, et il l'avait accepté sans discuter. Et le mariage fut si petit que les commères du comté se plaignirent pendant toute une saison. Elle disait que le mariage d'un duc aurait dû faire plus de spectacles. Lady Cressa n'était pas présente. Elle s'était retirée dans une maison à Bath dans le mois. Son autorité à Renwick prit fin, discrètement et définitivement, et les lettres qu'elle écrivit par la suite, 2 fois par an à Noël et à la Saint-Jean, furent lues une fois par Madame Puit, puis jetées au feu sans être ouvertes. Sur l'instruction calme de Ha elle-même, donnée sans méchanceté et sans un seul mot plus haut que l'autre. Tam Quill vint vivre à Renwick avant que les feuilles ne tournent cette année-là. Il devint plus fort dans l'air pur de la campagne, et grâce aux soins d'un médecin qui n'était plus secret. Et au printemps suivant, on pouvait le trouver la plupart des après-midi dans la nursery. Il enseignait au triplet, maintenant chancelant, bruyant et entièrement rétabli, des jeux dont il se souvenait de sa propre petite enfance à Millbrook. 1 an, jour pour jour, après la nuit de la fièvre, ils s'assirent ensemble près du même feu de nursery. Bien qu'elle ait été depuis longtemps remeublée avec 2 fauteuils rapprochés, au lieu d'une femme seule agenouillée sur le plancher nu, Rowan, maintenant robuste et les joues rouges de santé plutôt que de fièvre, dormait contre l'épaule de son père.
tandis que ses frères se disputaient un cheval de bois sur le tapis. Hai était assise, sa main nue entrelacée dans celle du duc. Plus de gants entre eux dans cette pièce ou dans aucune autre, et aucun d'eux ne parla pendant un long moment, parce qu'il n'y avait plus alors besoin de remplir chaque silence avec des mots. « Tu ne m'as jamais dit, dit-elle enfin, en regardant le feu. Ce dont tu rêvais cette nuit-là qui t'a fait rentrer si vite. Je ne me souviens plus du rêve lui-même, dit-il. Seulement que je me suis réveillé certain que je perdrais quelque chose si je ne chevauchais pas. J'ai longtemps pensé que c'était Rowan que je devais sauver. Je comprends maintenant que c'était tout autre chose. » Elle le regarda et ne lui demanda pas de finir sa pensée, parce que sa main, se resserrant doucement autour de la sienne, à la lueur du feu, disait le reste assez clairement. Dehors, un corbeau croassa une fois depuis les branches nues au-dessus de l'allée. Le même appel qui avait retenti la nuit où la fièvre était tombée. Et aucun d'eux ne le remarqua. Parce que certaines choses, une fois comprises, n'ont plus besoin d'être remarquées. Ce n'est pas ce qu'une personne fait quand le monde regarde qui vous dit qui elle est. C'est ce qu'elle fait discrètement quand elle croit que personne d'important ne le verra jamais.